Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouveau rendez-vous, nouvelle émission de ce congrès du télétravail. On va parler télétravail international avec nos invités, une alternative organisationnelle à mobilité géographique. On va le vérifier avec des retours d'expérience, avec des solutions aussi. Et puis on verra comment c'est faisable et comment on peut remettre à plat certaines choses pour arriver à cette alternative que peut être le télétravail. Des invités avec nous qui sont en plateau. Fabienne Villain, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la NDRH Rhône 1 et vous êtes également la DRH pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de Carrier. On découvrira cette entreprise aussi que vous nous présenterez dans quelques instants. Bonjour à Christine Lanier qui est à côté de vous. Bonjour. Bonjour madame, secrétaire régionale de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis à distance avec nous, Étienne Hubert. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Vous représentez la société Vrail qui est l'un des soutiens de ce congrès du télétravail. Fabienne Villain, je vais commencer avec vous par un retour d'expérience. Vous êtes la DRH de ce groupe Carrier. On expliquera la volumétrie déjà de l'entreprise et puis les activités aussi de cette entreprise qu'on connaît tous forcément pour avoir vu un logo ou bien des entreprises du groupe également qui possède Carrier. Une expérience à nous raconter. Vous êtes la DRH de cette entreprise depuis plusieurs années. Dès votre arrivée dans l'entreprise, on vous a posé une problématique qu'il a fallu résoudre. Vous êtes attelé à un gros chantier. Oui, alors c'est il y a 2 ans quand on m'a proposé de prendre une mission de réorganisation de la fonction ressources humaines sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, qui compte donc 23 000 salariés. On s'est posé la question de comment on allait s'organiser pour être efficace et pour couvrir 32 pays. Et donc s'est posé aussi la question de comment on allait valoriser et retenir les compétences des personnes dans ces 32 pays qui supportaient l'organisation dans les fonctions ressources humaines. L'entreprise Carrier, c'est peut-être le chaud, le froid aujourd'hui qu'on sent, la fraîcheur, la climatisation qui est installée ici. Sans doute, oui. Alors c'est également des activités de protection du bâtiment en sécurité. Au travers de Chubb, des marques Chubb. Ouais. Par exemple de Chubb, de Delta, ces entreprises effectivement sont aussi dans le groupe Carrier. Comment on s'y prend pour mettre en place cette nouvelle organisation de RH sur une zone aussi large avec 32 000 salariés? Alors, on a d'abord, je pense, fait un certain nombre d'activités qui sont assez communes dans notre métier. On a fait des sessions de découverte des activités dans les différents pays et des personnes qui étaient sur ces différentes fonctions. On a analysé ce qu'elles faisaient dans le détail et puis par rapport au projet de réorganisation qu'on avait, on a affecté ces personnes sur les nouvelles positions que l'on souhaitait. Et notre objectif, c'était de mettre en place cette organisation managériale à distance, donc dès en fait, avril 2019, donc avant les questions de pandémie. J'avoue que ça nous a beaucoup aidé parce que quand la pandémie est arrivée, on était prêts. Donc ça a été assez extraordinaire en fait d'être précurseur. Mais l'objectif, je dirais au départ, c'était de pouvoir vraiment s'appuyer sur les ressources en place, garder les compétences, l'expérience, prendre, je dirais aussi en compte toute la problématique sur nos activités RH des capacités de parler la langue du pays et de pouvoir répondre aux salariés dans la langue du pays. Donc c'est le choix qu'on a fait en se disant on va faire le pari, il y a des avantages et des inconvénients sur lesquels on pourra revenir. On a fait le pari de se dire on va effectivement faire cette organisation à distance avec des managers qui vont travailler et qui vont avoir des équipes sur plusieurs pays. Et on va s'organiser avec des outils aussi pour pouvoir effectivement avoir ce type d'organisation. Et au lieu de reconstruire une organisation dans ce qu'on appelle des hubs ou des villes où on va mettre effectivement toutes les ressources en un seul lieu, centralisé. Ouais. Voilà, on va finalement avoir cette sorte d'araignée, si vous voulez, dans différents pays pour supporter l'organisation RH. Quel est le calendrier à partir de votre nomination ? Alors, pour être honnête, c'est long. C'est une longue transformation. Il faut, je dirais, faire les choses par étapes. Donc, on a commencé par un certain nombre de pays.
Donc j'ai été nommée en avril 2019. Les premières organisations mises en place ont été effectives au mois de novembre 2019. Et en gros, il a fallu plus d'1 an pour pouvoir déployer l'organisation sur les 32 pays. Ouais, ça se fait entre 6 mois et 1 an pour la mise en place. Qu'est-ce qui marche très très vite, très très bien ? Alors, ce qui marche très vite, très bien, c'est on a mis très vite en place des outils, des pratiques de management où on a essayé en fait de répliquer, si je puis dire, des pratiques managériales de face à face. C'est-à-dire que finalement, tout le monde dit un des inconvénients majeurs du travail à distance, c'est le fait qu'il n'y a plus ces relations informelles entre les gens. Vous savez, c'est tout ce qu'on se dit là au café ou à la cantine le midi. Et donc, on perd effectivement cette dimension humaine. Alors, il est vrai qu'au départ, avant la pandémie, il y avait certains managers, certains d'entre nous qui quand même voyageaient beaucoup. Donc, on a eu aussi cette première phase où on était dans un mix d'organisation de travail à distance, mais quand même avec des réunions présentielles, ce qui est quand même le modèle, à mon avis, idéal. Et puis après, évidemment, on s'est retrouvé dans la pandémie avec une organisation où on a fait tout à distance. Mais c'est vrai que retrouver, on va dire, de l'informel, c'est extrêmement important. L'autre enjeu qui a été peut-être plus compliqué au départ, mais sur lequel on a beaucoup progressé, c'est tout ce qui est brainstorming, créativité, innovation, où là, c'est vrai que ça nécessite quand même une évolution des pratiques. Et il y a certaines personnes qui, évidemment, peut-être ont un niveau, par exemple, d'anglais un petit peu moins fluide, pour lequel c'est un petit peu plus compliqué. Même si vous avez dû aller très vite, j'imagine que vous avez tout de même anticipé au moment de votre nomination, vous avez travaillé, vous avez préparé un plan d'attaque, entre guillemets. Est-ce que il était vrai? Est-ce qu'il était valide ou pas, en retour d'expérience? Oui, globalement, ce qu'on avait prévu, c'est à peu près, je dirais, mis en place. Après, je dirais que peut-être un certain nombre de difficultés sont attendues. Je dirais tout ce qui est gestion du changement. Vous avez toujours effectivement un certain nombre de personnes, quoi que l'on fasse, réfractaires à ce changement, qui sont réfractaires et qui vous expliquez que quand même le travail à distance et les organisations distancielles, c'est quand même pas la solution parce que c'est mieux d'avoir des managers avec leurs équipes à proximité. C'est vrai, ça a beaucoup d'avantages et d'intérêts. Après, dans les organisations comme les nôtres, on fait évoluer très très régulièrement les organisations. Après, la question, c'est trop peut-être, mais pour, on va dire, ceux qui sont en charge de trouver les alternatives organisationnelles, moi j'ai trouvé que l'alternative organisationnelle du travail distanciel et de retenir les compétences et les expériences et les personnes sur leurs fonctions, c'était prioritaire et c'est la décision que j'ai prise. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? L'adaptation des gens au travail à distance. Les gens, en fait, s'adaptent. C'est plus que ce que vous attendiez. Assez vite, oui. Les gens s'adaptent assez vite. Après, c'est vrai qu'il faut pas hésiter à faire des choses assez simples. Qui est, par exemple, on s'est rendu compte rapidement avec mes collaborateurs directs qu'il y avait des gens qui étaient peut-être mal à l'aise, vous savez, un peu comme devant une caméra, qui étaient dans une relation un peu trop formelle. Et du coup, on a simplement mis sur le papier les choses que l'on sentait qu'il était nécessaire que les gens ils se détendent. Par exemple, vous avez le droit de vous lever, de vous étendre, d'aller prendre un café. Vous avez le droit de switcher la caméra pour peut-être aller bâiller ou je ne sais quoi. Réduire les réunions de 1 heure à 3/4 d'heure pour faire une pause d'1/4 d'heure dont on a besoin entre 2 réunions. Ce genre de choses qui sont basiques, mais qui changent totalement la façon de travailler et les relations. Et puis ça vous permet aussi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'informel, ça vous permet, par exemple, c'est des petites choses en fait, vraiment toutes bêtes, mais si vous faites une réunion de 3/4 d'heure, finalement vous avez un petit quart d'heure pour faire le petit coup de fil qui va bien. J'ai l'impression que tu n'allais pas très bien là dans la réunion, tu as un souci, ça va pas. Comment davantage de care, davantage de oui. d'intérêt et de prendre soin des gens et puis d'avoir du retour, du feedback. Ouais. Au mois de mars dernier, à la mi-mars, lorsqu'on ferme le monde entier, vous étiez prêts du coup à pouvoir continuer à être opérationnel avec cette distance, cette obligation d'être en télétravail? Alors nous, on était prêts, oui, sur l'organisation RH, basiquement parce qu'aussi on avait des ordinateurs portables et que donc on a pu aller travailler de la maison. C'était vraiment génial.
Après, l'avantage aussi qu'on a eu dans ce contexte, c'est qu'on a été en capacité de supporter, d'aider, d'accompagner les managers business, les managers opérationnels, par rapport justement à qu'est-ce qu'il fallait faire. Du jour au lendemain, on vous dit allez, toutes vos équipes à la maison. Il y a beaucoup de conséquences, beaucoup de problèmes aussi personnels à gérer, pas seulement des problèmes professionnels. Et là, le gros avantage de mon organisation, c'est que les gens, ils se sont retrouvés en fait opérationnels immédiatement et en capacité de supporter le business. Donc on appelle ça une organisation résiliente, oui, complètement résiliente. Ouais. Oui, agile aussi. Ouais. Et très agile. On va revenir sur votre expérience. Vous avez peut-être des questions du reste pour Fabienne Villain, des expériences à transmettre aussi. N'hésitez pas à le faire. La fenêtre de chat est à votre disposition pendant toute cette émission. Vous pouvez commenter, vous pouvez échanger et interpeller, interroger nos intervenants. Je vais venir vers vous, Christine Lannier. Maintenant, on va parler avec vous de télétravail. Vous êtes secrétaire régionale de la CFDT Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'on a à faire pour que le télétravail soit une vraie opportunité pour faciliter la mobilité géographique, plutôt une alternative à la mobilité géographique? Qu'est-ce qu'on a à faire pour que ça fonctionne, que ça marche bien? Alors, pour que ça fonctionne déjà, on a vu que le télétravail aujourd'hui, on est rentré différemment d'ailleurs, que ce soit selon les pays, selon les entreprises et selon les administrations bien sûr. Aujourd'hui, de toute façon, on ne reviendra pas en arrière, puisqu'on voit que 2/3 des salariés plébiscitent le télétravail. Si on regarde en France, ça s'est mis en place d'une façon comme ça vient d'être dit, on n'a pas eu le choix, on s'est dit on prend les ordinateurs et on y va. Mais on avait déjà 2 accords, l'ANIC avait été déjà signé et puis le deuxième en 2020 où ça cadrait un petit peu les choses. En Europe, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses selon les pays. L'Europe du Nord est très habituée à faire du télétravail, l'Europe du Sud ne l'était pas. Donc en Italie, ça a été par exemple un petit peu compliqué à mettre en place le télétravail. En international, si on prend les États-Unis, qui sont très habitués à faire du télétravail, si on élargit, Canada aussi, c'était des dimensions où eux étaient aussi très habitués. Pour que ça fonctionne, de toute façon, nous, on demande aux entreprises de vraiment négocier, de cadrer les choses et de faire des accords d'entreprise plus que des chartes qui se multiplient, puisqu'on a environ 40% d'entreprises qui, pour le moment, n'ont encore pas décidé de négocier, d'aller dans la négociation. Et c'est comme ça que ça fonctionnera, et on le voit bien avec ce témoignage, quand les choses sont préparées, ça prend du temps, vous venez de le dire, ça prend du temps pour mettre en place les choses. Il y a des questions de management, bien sûr, mais pas que. Il y a des questions de se dire, les gens sont autonomes, donc c'est bien. Mais attention aussi à la surcharge de travail, parce qu'on est en télétravail, on ne sait pas forcément s'arrêter. Il y a les profils sociologiques. Selon le profil sociologique, comment est-ce qu'on est en télétravail? Est-ce qu'on a une pièce pour le faire? On a bien vu, les femmes ont été terriblement impactées. Elles avaient les écoles qui étaient fermées. Les familles monoparentales, bien sûr, généralement ont été beaucoup impactées sur ce plan parce que y avait tout à gérer. Si on regarde un petit peu le travail des femmes, souvent on se dit elles ont triple travail maintenant entre leur télétravail, un peu plus à manger à faire parce qu'elles avaient les enfants aussi à s'occuper, les devoirs, etc., etc. Donc il y a vraiment des choses à cadrer et à très bien cadrer. Si on regarde au niveau international maintenant, si on va au-delà du télétravail en France, c'est que, parce qu'on l'a vu, il y a des salariés qui se sont dit moi, tiens, je vais télétravailler à l'étranger. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, parce que déjà, le salarié est quand même salarié dans une entreprise française, et il faut faire très attention, puisque là, l'entreprise doit vraiment aussi cadrer les choses avec le salarié, parce qu'il y a une convention quand même qui est faite au niveau de la France, avec de la fiscalité française, avec une sécurité française, avec toutes ces choses-là. Donc c'est à discuter aussi avec le salarié. Si on avance sur cette chose-là, il faut mettre à plat très certainement nos problèmes de fiscalité. Une chose a été faite quand même entre la France, la Belgique et le Luxembourg.
il a été signé un accord pour que les transfrontaliers n'aient pas de problème de fiscalité pendant cette pandémie, pour qu'ils puissent aller télétravailler avec les entreprises, parce que c'est les entreprises, bien sûr, qui payent des fiscalités, une fiscalité, des taxes. En fonction du lieu d'exécution du travail. Et dans le cadre du Exactement. télétravail à domicile, évidemment, on exécute à domicile. Donc, il y a tous ces problèmes-là qu'il faut voir. Les entreprises, on tâtonne un petit peu pour le moment. Dans les accords également, ce qu'il faudra bien voir, et aujourd'hui où on est un petit peu en ordre dispersé selon les entreprises et selon les pays, c'est les prises en charge des frais, très clairement. Qu'est-ce qu'on prend en charge? On pousse un petit peu pour que les frais d'électricité, tous ces frais-là soient aussi pris en charge, parce qu'on est plus à domicile, donc on consomme plus fatalement d'électricité. Quand on s'installe, est-ce qu'il faut un fauteuil? Enfin voilà, il y a plusieurs choses, mais encore une fois, un accord doit être trouvé, et plus il y aura de négociations, mieux ça sera. Il faut que ça soit cadré avec l'employeur, les salariés. Et attention aux chartes, parce que les chartes, quand c'est fait d'une façon unilatérale, ce n'est pas forcément les choses qui sont le mieux pour protéger le salarié, mais pour protéger aussi les entreprises qui mettent en place ce genre de choses. Une question qui vient d'arriver dans le chat de la part d'un des téléspectateurs. Stéphane nous demande combien de situations d'expatriés ont été économisées chez Carrier. Question pour vous, Fabienne Villain, avec cette organisation que vous avez mise en place. Oui. Je ne sais pas répondre à la question. Clairement, Carrier a depuis des années, on va dire, une volonté de limiter le nombre d'expatriés pour plusieurs types de raisons, mais on va dire une des raisons évidemment qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est une question d'économie de coûts. Mais ceci étant dit, il y a aussi une volonté, je dirais, d'avoir des salariés qui sont en contrats locaux. Donc d'embaucher, quelles que soient les régions, et c'est vrai plutôt pour l'Europe ou l'Asie, d'avoir des gens qui viennent en fait des pays. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de mon entreprise, on a très peu ou quasiment pas, je réfléchis en vous parlant, mais pas seulement dans la fonction de ressources humaines. Hein. Dans la fonction de ressources humaines, je peux répondre, il n'y en a pas, mais de manière générale, il n'y a pas par exemple, beaucoup de managers expatriés des États-Unis, si vous voulez, qui viennent prendre des postes dans les pays européens et asiatiques. Donc l'objectif, en fait, dans ce contexte-là, c'était pas du tout, on n'avait pas d'expatriés sur cette population, parce que, en fait, l'organisation dont je vous parle, on parle en fait de fonctions RH, de chargés de ressources humaines, si vous voulez. Donc pas forcément des fonctions soit d'employés, soit de cadres de premier niveau. Voire évidemment des cadres encadrants un petit peu, mais ces gens-là n'ont typiquement pas le profil des expatriés dans l'organisation. Donc non, on a fait l'économie effectivement de plans de restructuration, ça c'est certain, mais on n'a pas fait d'économie de contrats d'expatriés. Ceci étant dit, ça me fait rebondir en fait sur un autre point, c'est que pour moi le travail à distance, ça permet dans les grosses organisations telles que celle où je suis, de permettre à des gens comme moi qui ont des fonctions de leadership, de pouvoir prendre des fonctions sur des périmètres importants, vastes, une région ou éventuellement le monde entier, sans remettre en cause ma vie personnelle, familiale, et également demander à mon conjoint de faire des sacrifices pour ma carrière. Et ça, je suis un exemple parmi tant d'autres, mais c'est aussi un des gros avantages du travail à distance, c'est cette capacité de pouvoir évoluer dans l'organisation et prendre des fonctions à responsabilité dans l'organisation, tout en, je dirais, préservant la vie personnelle. Christine Lanier, je reviens vers vous, ça m'amène à une question. Est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir des expatriés, finalement, pour une entreprise? Alors, je pense que pour certaines missions, ça peut s'avérer nécessaire. Quand je vois pour certaines entreprises au niveau commercial, pour aller voir, pour sentir le marché, pour voir les us et coutumes, pour certaines choses, oui. Et puis, il y a certains cadres qui, pour eux, c'est dans leur plan de carrière d'être expatriés. Ça se fait de moins en moins, je suis bien d'accord, et que les entreprises vont se dire on peut gagner, on peut... Mais pour certaines missions, et pour en avoir discuté avec des gens qui travaillent sur l'international, c'est quand même utile encore d'avoir certaines personnes qui ressentent vraiment
le marché et ils sont obligés d'être là-bas pour ça. Mais on sait très bien que ça va de plus en plus ils vont avoir de moins en moins besoin de les envoyer et d'être là-bas. Mais pour en avoir discuté aussi avec des cadres qui débutent dans des entreprises, ils nous disent c'est dommage parce que pour nous c'était un plan de carrière formidable. Ils faisaient différents pays. Voilà. Alors après, je suis bien d'accord qu'il faut avoir une femme ou un mari qui accepte de bouger, voilà. Mais pour en avoir côtoyé pas mal, c'était aussi des plans de carrière qui faisaient que c'était une richesse pour les enfants, etc., etc. Mais je pense qu'il y en aura de moins en moins parce qu'on fait des visios, on organise le travail différemment. Est-ce qu'on va sentir le marché de la même manière ? Au niveau commercial, à ces niveaux-là, je ne suis pas certaine parce que beaucoup d'entreprises nous disent quand même, et quand on discute avec ces salariés-là, on a besoin de sentir pour certaines missions le marché et comment on se comporte dans ces pays-là avec des administrateurs locaux, avec le local là-bas. J'ai une question d'Alexia, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais comment permettre, d'un point de vue légal, le télétravail à l'international pour une société française n'ayant pas de bureau à l'international ? Ça sera. Faut revoir notre fiscalité parce que là, au niveau alors moi, au niveau fiscal, je ne suis pas juriste, donc c'est très compliqué pour moi de répondre. Mais fiscalement, là, pour le moment, de toute façon, si l'entreprise est en France. Permettre d'avoir... je sais que certaines entreprises, il ne faut pas glisser de plus de 180 jours pour travailler. Il ne faut pas que la personne ne travaille plus de 180 jours à l'étranger. Donc après, il faut voir si on arrive à faire des accords internationaux, si c'est possible. Mais voilà, il faut voir être très très pointu au niveau juridique. Je ne voudrais pas vous raconter de bêtises à ce niveau-là, parce que c'est des questions très pointues de fiscalité. Et la fiscalité à ce niveau-là, pour le moment, on n'est pas. La possibilité n'est pas encore ici. Merci d'avoir évoqué cette réponse tout de même. Étienne Hubert, je vais venir vers vous. On va découvrir cette solution que vous proposez, qui s'appelle Wrike. L'idée, c'est quoi ? C'est du partage, c'est une collaboration qui est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Voilà, tout à fait. C'est un logiciel, c'est en fait, on va dire le bureau de demain, en fait. Et ce qui fait que aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui, en fait, les gens ont gravité autour du travail, c'est-à-dire de leurs emails, de leur communication, leur chat, et aussi tous les supports sur lesquels leur travail gravite, hein, donc des tableurs ou d'autres documentations sur lesquelles la collaboration s'effectue. Mais effectivement, le lien est fait manuellement et les équipes ont besoin de mise à jour. Quand on est manager, on a besoin d'avoir cette vue aérienne. Et Wrike va permettre de remettre tout ça dans un centre unique de vérité où les gens vont venir collaborer, quelle que soit leur situation géographique. En fait, tout ce qui est email, on va couper les bruits d'une boîte mail et tout va être réuni sur les tâches, les projets. Et ça va permettre aux gens de Hong Kong de voir le travail qui a été fait hier à New York, etc. Et la Terre continue de tourner, mais la vérité se trouve toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans ce centre unique de vérité qui est sur le cloud, donc que vous pouvez accéder sur votre PC, sur votre téléphone, sur votre tablette. Ouais, on s'affranchit des distances, on s'affranchit aussi des fuseaux horaires parce qu'un collaborateur à l'autre bout de la planète peut retrouver les éléments dans cet espace de vérité que vous avez cité à tout moment. Tout à fait, exactement. Alors ça a un aspect effectivement d'avoir le timing du travail, mais ça a un aspect légal aussi, puisque effectivement on va rejoindre les communications qui étaient engendrées un petit peu avant, qui étaient très intéressantes. C'est que effectivement, eh bien, toutes les communications, toute la collaboration est loguée à l'intérieur de Wrike avec un timestamp qui est bien sûr en heure locale et qui va vous permettre justement de retracer le fil d'actualité de n'importe quelle activité qui fait partie de vos projets et de vos activités, et ce qui va vous permettre justement de voir un petit peu l'évolution, l'historique de chaque tâche sur tous vos projets. Sans avoir à remonter dans toute une série de mails ou dans des dizaines ou des centaines de mails dans un fil d'une boîte quelconque, une boîte mail quelconque. Exactement, on y revient justement. La collaboration, la communication, elle est attachée
sur le livrable. Et donc, ce n'est pas à nous de faire le lien entre ce qu'il y a dans votre boîte mail, dans votre boîte chat et des documents que vous allez forcément dupliquer. Vous avez toujours l'exemple des équipes qui travaillent en même temps sur 2 documents dupliqués qui font 2 fois plus de travail qu'ils ne devraient faire. Grâce à Wrike, effectivement, tout est centralisé et vous allez bien sûr économiser des heures en termes de réunion, mais en termes de préparation du travail aussi. Voilà une solution qu'on souhaitait vous présenter. L'idée, c'est d'avoir cet outil qui collecte toute cette matière et qui est accessible également très facilement si on est à l'étranger. Voilà, c'est assez unique dans la formule. Ce que vous faites, la condition, vous avez parlé de cet espace de vérité. Il faut absolument que ça passe par là. Ça reste une vérité. Alors, nous, on travaille à ce que ça soit la vérité de votre bureau. C'est vraiment votre bureau virtuel. Le fait est que Wrike s'intègre très facilement à tous vos autres outils, que ce soit un outil ressources humaines, un outil de planification du travail, par exemple de planification des charges et de gestion du temps. Ça peut être un outil de type CRM, de type Salesforce, ou tout autre. Votre HubSpot, on est très fort dans le domaine du marketing, donc des outils comme Adobe Creative Cloud sont intégrés nativement. Et en fait, le but, c'est d'avoir toute la donnée qui vient s'amasser à l'intérieur de Wrike pour pouvoir justement l'utiliser de manière beaucoup plus, de prendre des décisions beaucoup plus éduquées au moment justement de faire du reporting sur votre activité et vos projets. Wrike.com, ça c'est l'adresse en tout cas pour en savoir plus, pour découvrir votre solution un petit peu plus en détail. J'ai une question qui vient d'arriver, alors on va peut-être la donner à Fabienne Villain. Si je suis manager d'une équipe au Maroc mais depuis la France, est-ce qu'il me faut un contrat marocain ou est-ce que je dépends d'une fiscalité marocaine ? Alors non, je peux être manager d'équipes qui sont basées, on va dire, dans le monde entier. Encore une fois, c'est le lieu d'exécution du travail. Oui, ce qui est important, c'est l'exécution du contrat, donc du salarié en fait. Donc si vous voulez, si on a des équipes en fait qui sont basées dans plusieurs pays, ces salariés en question, eux, ont un contrat de travail local. Donc c'est ça qui est important, enfin en dehors on va dire des cas des expatriés dont on parlait tout à l'heure. Mais si on prend, on va dire, des équipes qui vont être basées à distance, avec un manager qui va être basé dans un pays et ses salariés qui vont être, ses collaborateurs qui vont être basés dans plusieurs pays. Chaque collaborateur aura un contrat de travail d'une entité juridique du pays en question et le manager aura un contrat de travail dans son propre pays. La relation en fait hiérarchique, elle est possible, même si les contrats de travail ne sont pas dans la même entité juridique. Voilà, tout ça, simplement peut-être des nœuds au cerveau sur les différentes réglementations locales au fur et à mesure des pays, évidemment. On s'adapte à tout ça. Qu'est-ce que vous avez comme outil collaboratif, outil de partage pour vous entre les différents RH ? Alors, nous, on travaille avec le RP Workday et on travaille avec un système de gestion en fait, des demandes des salariés et des managers qui s'appelle ServiceNow. Bon, tout ça, c'est du jargon très complètement. RH local. Mais vous avez un système et on a accessible, un système, partagé, collaboratif. C'est nos outils de fonctionnement RH pur, on va dire, qui nous permettent d'interagir avec les salariés, les managers et d'autres fonctions RH de l'organisation. Et puis sinon, on travaille, je dirais, avec des outils collaboratifs que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, comme Teams, qui permettent à la fois de partager des documents, d'avoir effectivement du chat et de faire de la réunion avec des outils qui permettent aussi non seulement de faire des réunions, on va dire classiques, mais aussi des outils de réunion qui permettent de faire plus du partage, on va dire, d'idées ou d'informations. Mais pas de souci, vous, de fuseau horaire ou quasiment pas, en tout cas, de décalage sur la zone? Alors moi, dans mon poste, non, puisque à part avec l'Angleterre, on est aligné, oui. Voilà, on est quasiment aligné. Et la Russie, on n'a pas de. Et le Moyen-Orient, on a quelques heures de différence. C'est le Moyen-Orient avec lesquels on a le plus d'écart. Un tout petit peu d'alignement peut-être à faire sur des jours fériés qui sont en décalage. Oui, le Moyen-Orient déjà il travaille le dimanche, donc déjà vous et puis il travaille pas le vendredi, donc évidemment vous calez sur le. Alors non seulement quand on travaille dans un environnement international, il faut se caler évidemment sur les horaires et sur les jours fériés et les jours off, mais il faut aussi se caler, on va dire culturellement, sur les heures de travail, parce que vous avez des pays qui ne fonctionnent pas exactement tous de la même manière.
On va dire que culturellement, les pays du Sud ont plutôt l'habitude de travailler plus tardivement que les pays du Nord, par exemple, hein, pour faire, je dirais, prendre des exemples simples. Donc oui, ça, je dirais, quand on est manager d'une équipe internationale, la moindre des choses, c'est se préoccuper de ce genre de questions pratiques. Parce que c'est vrai que ça impacte beaucoup la vie de famille, donc c'est important. Et puis après, effectivement, de prendre en compte la dimension culturelle. Alors même s'il y a des différences culturelles en Europe, elles sont, on va dire, pas si importantes que cela, on va dire, je dirais, vous êtes dans une entreprise, vous travaillez, vous avez un objectif commun, ça fonctionne, c'est pas trop compliqué. Après, c'est vrai que quand vous sortez de l'Europe, vous allez déjà au Moyen-Orient, vous travaillez avec des collaborateurs en Asie, là c'est certain que parfois certaines réactions, on va dire, en réunion, il faut un peu décrypter, c'est évidemment moins évident. Ça veut dire élasticité au niveau du cerveau pour vous et élasticité au niveau des horaires aussi? Oui, les deux. Mais après, c'est vrai que peut-être la difficulté, je dirais, dans le travail à distance et de ces organisations multi-pays, c'est que, enfin, le tout travail à distance, je n'y crois pas vraiment. Hein. Je pense que l'idéal, c'est de pouvoir avoir un équilibre et puis de pouvoir rencontrer les gens, de créer des relations. Et quand on a des relations qui sont créées avec les personnes, après, le travail à distance, ça devient, je dirais, facile et naturel parce que vous avez créé cette relation et que vous avez eu des moments privilégiés d'échange avec les individus. Christine Lanier, le full TAD, vous y croyez ou pas? Le télétravail complet à 100%? Non. Enfin, je pense que c'est pas... faut pas aller là-dedans parce que d'abord, les gens seront trop isolés. Il faut le télétravail 3 jours, 2 jours ou l'inverse, oui, mais à 100%, c'est pas un bien parce qu'il y a quand même l'isolement, les risques psychosociaux, ça c'est sûr, les burn-out qui arriveront fatalement à un moment donné, et puis savoir dire non à un moment parce que on a du mal à se déconnecter. On a du mal à se dire ah bah là je tape plus sur mon clavier, on me voit. Il y a un rapport avec le travail qui n'est plus du tout le même. On a des plages horaires aujourd'hui qui sont élastiques et ça va pas. Et puis le rapport des réunions en visio sont beaucoup plus fatigantes aussi. On a toujours notre image devant. Comme vous le disiez, on fait une réunion, au lieu de la faire 1 heure, il faudrait peut-être la faire 3/4 d'heure, mais on n'y arrive pas. On enchaîne des visios, il n'y a plus de sens. Enfin, à un moment donné, le télétravail à 100%, je pense que ça sera contre-productif. Et puis, il faut retrouver du sens, et puis il faut retrouver de l'humain dans tout ça aussi, de l'informel. Parce que de l'informel, alors il y a des entreprises, et c'était bien, qui font des visiocafés. Des visiocafés de 20 minutes pour se dire, ben voilà, on prend le café ensemble en visio, parce on ne pouvait pas faire autrement, pour parler de tout sauf du travail, comme on faisait au café le matin quand on arrivait, donc avant 9h, on se faisait ça. Mais aujourd'hui qu'on peut reprendre un petit peu, il faut arriver à faire revenir les salariés. Il y a une difficulté, c'est que pour ceux qui ne veulent pas revenir, il faut leur montrer, et ça sera le travail, je pense, des managers, l'intérêt de faire une réunion aussi en présentiel, d'être créatif, de se dire, ben voilà, on est content de se revoir. Alors, il y a des gens qui ont hâte de se revoir, d'autres qui ont peur, d'autres... Donc voilà, c'est tout l'intérêt de se réinventer parce qu'il y a un avant et un après, tout le monde le dit, mais du télétravail à 100%, non. Quel type de manager vous êtes, Fabienne Villin? Vous n'êtes pas une hyper contrôlante? Non, c'est pas trop mon style. Non, moi je fais confiance aux gens, donc je fais confiance aux gens. Après, ceci étant dit, on a eu des exemples où on s'est rendu compte d'une baisse, on va dire, de productivité, hein, pour le dire clairement. On est une entreprise, on va dire, aussi qui est très centrée sur les résultats, hein. Et c'est vrai qu'on a dû se poser des questions avec mes collaborateurs pour dire, bon ben voilà, face à cette situation, alors c'était vrai, c'était dans un contexte de pandémie, donc c'est un peu particulier, mais on s'est quand même posé la question de ce 100% travail à distance
avec toutes les contraintes personnelles des uns et des autres, et cette baisse de productivité, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, etc. Donc on a essayé avec les conditions sanitaires, on va dire, respectées, on a effectivement fait revenir un certain nombre de personnes au bureau, malgré cette période pandémique. Donc c'est vrai que moi je pense qu'il faut cet équilibre dans les organisations et les alternatives organisationnelles à l'international. Pour moi, si vous voulez, c'est pas quand je parle de travail à distance et d'organisation distancielle, c'est pas seulement le fait d'être chez soi en fait. Ça peut être au bureau et travailler dans une organisation délocalisée, si vous voulez. Moi, je ne parle pas forcément de rester chez soi quand je parle d'une organisation distancielle. Je vais revenir vers Étienne Hubert. Au RAIC, il faut garantir que ça fonctionne dans tous les pays. Imaginons que ce soit pour Carrier, par exemple. Comment on s'assure du fonctionnement dans tous les pays en fonction des contraintes d'accès à Internet chez les uns les autres? Alors, forcément, il faut une connexion Internet, même s'il y a forcément des fonctionnements offline qui sont permis. Ça dépend du device qu'on utilise. Aussi, effectivement, on a des versions navigateurs et des versions bureau sur vos ordinateurs. La chose est que le support est là, donc effectivement, vous allez être aligné par horaire. Vous avez effectivement aussi le système qui est disponible dans toutes les langues. Donc, que ce soit en mandarin, en français, les gens peuvent avoir leur espace de travail dans leur langue maternelle. Effectivement, il faut bien sûr s'accorder sur le langage de collaboration à l'intérieur des tâches et des projets, bien sûr. Mais effectivement, toute l'administration et le back-office peut être dans la langue du pays. Voilà. Je Donc pensais de souder les équipes et de pouvoir fournir des réponses et des messages à leurs clients qui est consistant, quelle que soit la région. Je pensais aussi à des pays où on accède à Internet un petit peu moins difficilement en raison de filtrage. Par exemple, est-ce que VRAIC est garanti d'être utilisable dans tous les pays du monde? Oui, tout à fait. Qu'on soit en Chine ou en Australie, on a des data centers qui permettent de collaborer partout dans le monde. C'est prévu pour. On collabore avec les plus grandes entreprises du monde à des milliers d'utilisateurs. Donc le système est prévu pour ça. Dernière question, la sécurisation, évidemment, parce que tout ça va transiter par Internet, la sécurisation des données, des échanges. Alors, la sécurisation du cloud aujourd'hui, c'est des grands débats avec les grandes entreprises. Il y a des régions dans le monde qui sont un peu plus avancées que d'autres en termes d'acceptation du cloud. Alors, comme je l'ai dit, effectivement, au niveau de la sécurité, il y a des aspects GDPR RGPD qui sont bien sûr en plus additionnés en Europe. On est bien sûr compliant, donc on adhère à toutes les fonctionnalités RGPD. On a des centres de données en Europe qui permettent de garder les données à l'intérieur de l'Europe. Et aussi, effectivement, on est le seul outil de collaboration et de gestion du travail qui permet aux clients de donner la clé d'encryption et la gestion de cette clé d'encryption pour pouvoir justement avoir la maîtrise totale sur leur encryption. Donc effectivement, on a des certifications nombreuses dans le domaine des transactions financières ou des transactions médicales qui nous permettent justement d'avoir la confiance de grandes entreprises dans ces domaines. Merci Étienne Hubert pour toutes ces précisions sur VRAIC, sur votre système contributif et d'échange. Un dernier mot en conclusion, on fait un dernier petit tour de table sur cette opportunité qui est le télétravail à l'international, une opportunité, une alternative en tout cas à la mobilité géographique et beaucoup d'opportunités. Je viens avec vous, Christine Lanier, tout d'abord. On va prendre 1 minute 30 pour chacune d'entre vous et puis pour Étienne Hubert également. Alors, je ne sais pas, on ne peut pas tellement conclure de toute façon parce que c'est un vaste sujet. Il n'y a rien de définitif là non plus. Il n'y a rien de définitif, on est bien d'accord.
comme on le disait tout à l'heure, on ne pourra pas revenir en arrière puisque c'est quelque chose qui est vraiment plébiscité. Je pense qu'on est dans une ère, on change de paradigme aujourd'hui. C'est quelque chose que les salariés plébiscitent grandement. Donc je pense qu'il faut vraiment aller dans quelque chose de nouveau, être imaginatif, collaborer et puis négocier des choses pour le bien des deux côtés, des salariés, des entreprises, pour faire avancer cette organisation de travail. Ça a été évoqué, l'organisation de travail du télétravail, c'est aussi les tiers-lieux, les coworking, et c'est vrai que ça peut être une alternative à tout ça, aussi bien à l'étranger qu'en France. Il faut vraiment aller là-dedans, il faut revoir ces organisations de travail pour vraiment avancer et puis se dire qu'aujourd'hui, les gens veulent autre chose parce que c'est vraiment la qualité de travail. Et puis, ce qu'on a un peu moins évoqué aussi, c'est selon où on habite, dans le monde rural ou en ville, selon les transports, les temps de transport qu'on a, ça joue énormément. Donc, si on a énormément de temps de transport avec tout ce que ça comporte, le télétravail va être nous être un peu plus demandé. Il faut parler plus de termes d'activité que de métier aujourd'hui. Parce que dans nos métiers, il y aura notre métier ne sera peut-être pas télétravaillable, mais on aura des activités qui le seront. Donc voilà, il y a tout un mode de fonctionnement et de réflexion qui sont amenés, mais je pense qu'on est prêt, puisque on n'était pas forcément prêt il y a un an. On a été mis dedans d'une façon assez violente quand même, pour tout le monde. Aujourd'hui, on se dit un an après, on a su faire parce que moi je crois que beaucoup d'entreprises se sont dit comment on va y arriver et puis finalement on y est arrivé. Donc maintenant l'heure du bilan est arrivée. On doit se dire on peut y aller, mais il faut y aller correctement et cadrer les choses. Vraiment, moi c'est notre vœu le plus cher que des accords soient trouvés, que des discussions soient entamées de partout où c'est possible. Voilà. Étienne, je viens vers vous maintenant. Alors c'est vrai qu'on a parlé de vos clients qui sont des grandes entreprises. Vous affichez sur le site internet Google, Airbnb, Siemens ou encore Dell en référence. Les petites entreprises, les TPE peuvent aussi venir vous solliciter. Le point d'entrée, c'est quoi? C'est le site internet? Tout à fait. Donc c'est sur le site internet ride.com. Vous pouvez une période d'essai. À différents niveaux de fonctionnalité, effectivement, pour les petites équipes, on a la solution qu'il leur faut juste pour collaborer sur leurs tâches et avoir des to-do list, jusqu'aux plus grandes équipes avec des milliers d'utilisateurs, où là, ils ont besoin effectivement de sécurité, de projets plus cadrés, des grands portefeuilles de projets. J'aimerais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit avant. Effectivement, il y a eu plusieurs cas de figure quand mars 2020 est arrivé. Il y a des gens qui étaient prêts, j'ai entendu, c'était très bien, qui avaient réussi à avoir toutes leurs amarres, toutes leurs écoutes bien serrées au moment où la tempête est arrivée. Et ils ont traversé la tempête sans souci, ils étaient prêts, effectivement, il y avait juste des ajustements à faire. Il y a d'autres personnes, comme il vient d'être dit, mais qui ont pris la tempête de plein fouet. Et ça, c'est un deuxième cas de figure, mais qui se sont adaptés et qui se sont munis des outils. Et moi, j'ai vu, à partir de mars 2020, des gens investir dans la technologie. Et ce n'est pas juste lancer Teams pour ces équipes pour faire du chat. C'est vraiment avoir une stratégie digitale de réponse à la crise. Et ça, effectivement, il y a des entreprises qui se sont dit, il y a une crise et on va investir. Et il y a le troisième cas de figure, les gens qui ont dit, il y a une tempête, on va tous se mettre à l'intérieur du bateau et on va attendre que ça passe et on va rien dépenser. Et là, ce sont les entreprises qui souffrent le plus. Ils sont au gré des tempêtes. Effectivement, l'acteur le plus prépondérant de leur transformation digitale s'appelle Covid-19. Et finalement, on y est encore. On ne le savait pas en mars 2020. Et c'est une situation très préoccupante. Et on parlait de burn-out et d'autres situations sociales. Et ben, ce genre d'inactivité, d'inaction dans la tempête, ça en fait partie. Donc effectivement, les trois cas de figure que j'ai pu voir, et c'est là que les gens se sont fait d'outils comme Ride. Merci beaucoup, Étienne Hubert. Fabien Villain, pour terminer, si c'était à refaire, vous changeriez quoi dans le déploiement de votre organisation?
Je ne sais pas, ce que je changerais, peut-être toujours encore plus d'écoute, d'échange, voilà, de discussion. On anticipe toujours assez mal en fait le besoin d'exprimer finalement ce que les gens vivent et comment ils le vivent et comment on pourrait effectivement interagir avec eux différemment. Donc peut-être encore plus d'écoute, plus de temps d'écoute. Moi je pense que les gens, ils doivent, les managers, les dirigeants, ils doivent faire confiance dans leurs salariés, ils doivent faire confiance dans leur capacité à réfléchir, à mettre en place de nouvelles organisations différentes, vraiment trouver des alternatives. Et puis, je pense que mon témoignage, même si effectivement là je parle d'une très grosse entreprise, je pense que c'est aussi valide pour des plus petites sociétés qui peuvent se poser des questions d'organisation à distance. Et encore une fois, pas seulement en home office, hein, mais d'organisation d'équipes avec des gens qui travaillent pas dans les mêmes localités. Et c'est pas forcément valide uniquement dans des logiques internationales, ça peut être aussi valide, localement, par exemple, sur le territoire français, entre le nord et le sud. Pourquoi tout devrait se passer à Paris, alors qu'en région, on peut tout à fait avoir des organisations, travailler en région et avoir des salariés qui sont dans différentes localités. Donc je crois que les alternatives organisationnelles avec un mix de home office, de travail à distance et de travail à distance au bureau et de travail, on va dire, ensemble pour, je dirais, certaines activités, je pense que c'est le mix qu'il faut savoir trouver. Et il faut prendre le temps d'échanger beaucoup pour trouver effectivement les solutions qui vont bien aller à l'entreprise en question. Il n'y a effectivement, je pense, pas de modèle sur ce type de sujet. Donc moi, j'encourage vraiment les entreprises à prendre le temps, parce que je pense qu'il n'est vraiment pas trop tard, et que même si on a beaucoup expérimenté de choses, c'est justement le moment de faire un step back, hein, de regarder, de prendre de la distance avec la situation, avec ce qui s'est passé, et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on en a retiré ? Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qui a été efficace ? Et demain, avec cela, comment on peut encore faire mieux, être plus performant ? Parce que bon, il ne s'agit pas d'être béni oui-oui, hein. L'objectif, c'est on est manager d'entreprise où il faut générer de la performance. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme organisation qui soit performante, qui soit efficace ? Sur quels critères on va pouvoir évaluer les choses ? Et si on met en place du télétravail, sans doute, on a à se poser la question pour le manager de comment j'évalue mon équipe, puisque mes collaborateurs ne sont pas là à côté de moi, donc je ne peux pas regarder et vérifier ce qu'ils font. Donc comment j'évalue et qu'est-ce que je mets en place pour évaluer le travail sans avoir mes collaborateurs à mes côtés. Donc c'est toutes ces questions qu'il est très important d'échanger, de discuter. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange. Merci de nous avoir apporté vos lumières, vos expériences. Le congrès du télétravail continue sur congrèstélétravail.com. Merci beaucoup. Merci.